S'ils l'ont fait, pourquoi pas vous? Salut à toutes et tous, c'est Yassine Scali et bienvenue dans la tête d'un CEO, le podcast qui vous inspire à entreprendre. Depuis 5 ans, je vous propose de faire un petit tour dans la tête de un ou une entrepreneur chaque semaine pour justement s'inspirer de leur état d'esprit et de leur parcours. Mon objectif, il est hyper simple, c'est voir un maximum de personnes se lancer, entreprendre et miser sur elles. On sort une interview tous les lundis, donc n'hésitez pas à vous abonner dès maintenant. Et pour nous soutenir, ça vous prend 30 petites secondes. Je vous demande de nous laisser une note et un commentaire sur les plateformes d'écoute de votre choix. Encore une fois, un grand merci de nous écouter et n'oubliez pas, s'ils l'ont fait, pourquoi pas vous? Bonne écoute à toutes et tous. Raconte-moi de quoi on va parler, combien de boîtes t'as fondé et de laquelle tu vas surtout nous parler aujourd'hui. Alors, Achille, c'est ma 3e boîte. J'en ai monté 2 avant, donc WeHome et WeDoGift. WeHome, ça a été un échec, dans le sens où... alors, c'était une plateforme qui permettait à des particuliers d'acheter des résidences secondaires à plusieurs. Tu divisais les coûts d'acquisition, tu mutualisais les charges d'entretien et tu augmentais le taux d'occupation. Parce que le problème, c'est qu'une résidence secondaire, elle est occupée par son propriétaire 8% du temps. Bref, sur le papier, tu avais l'impression que c'était une très bonne idée parce que tu apporté plusieurs solutions à un point. 8%, c'est quoi ça? Un mois dans l'année, c'est ça? Ouais, elle est vite 330 jours dans l'année, ouais. C'est ça, donc c'est assez dingue, donc tu te dis waouh. Et bref, moi à l'époque, j'étais un des early adopters en France et à Paris de Airbnb. Et je me suis dit mais comment je peux arriver à trouver une idée qui soit le prolongement d'Airbnb? Bon, le principe même de la fausse bonne idée. Le principe même de la fausse bonne idée dans le sens où c'est pas quelque chose dont les gens ont vraiment besoin. Mais je l'ai compris après ça. Donc t'étais pas allé valider le marché? Non. T'as pas fait de customer research? Non, j'ai pas fait de customer research à l'époque. Et on avait la chance parce qu'on avait été incubé par Day One avec Michel de Guillermet qui nous avait pris sous son aile et qui nous avait dit voilà, j'y crois pas trop, mais vous êtes sympa, vous allez exécuter rapidement. Et au bout de 9-10 mois, en gros, on s'était rendu compte que ce serait hyper dur d'en faire un business, que le product market fit il était pas là, le time to market il était pas là. Derrière, en fait, j'ai fait le wagon parce que j'avais envie de savoir comment coder, comment ça marchait, le web, qu'est-ce que c'est qu'un get, un post, qu'est-ce que c'est que le SQL. On va leur faire une petite promo gratuitement là, mais en vrai, non mais ça représente quoi le wagon et est-ce qu'on peut apprendre à coder? Je crois que c'est un laps de temps assez court, c'est pas forcément 1 an de formation. Je sais plus combien de temps, mais je crois que c'est 9 semaines ou quelque chose comme ça. Moi, j'étais la promo 4 du wagon, je crois, donc vraiment au tout début. D'ailleurs, c'était dans les locaux de The Family. Ok. Ils étaient maqués avec The Family, je sais pas s'ils étaient maqués, mais en tout cas, ils devaient sous-louer une partie des locaux qui étaient rue du Petit Musc. Ouais, exactement, dans le Marais, ouais. Exactement. Et donc, moi, j'ai fait ça et franchement, c'était génial. Déjà par les gens qu'on rencontrait. Et notamment, à l'époque, dans les personnes qui faisaient le wagon avec moi, t'avais une personne qui s'appelle Arnaud Laurenti et qui était polytechnicien, donc qui était hyper fort lorsqu'il y avait des exercices à faire. C'était assez frustrant d'ailleurs à l'époque de voir les ingénieurs qui étaient beaucoup plus rapides. Tu voyais que ça suffisait, ouais. Ah ouais, bah oui, quand tu te retrouves en binôme avec quelqu'un, il a fini les 5 premiers exos et toi t'es à peine au 2e et encore. Back to school, quoi. Ouais, bon bref, beaucoup d'humilité dans ces cas-là et bref, et j'écoutais souvent les confs de The Family en sortant du wagon parce que c'était hyper intéressant. Et une fois, il m'avait dit tu devrais écouter l'original. Et l'original, c'était Sam Altman et Paul Graham qui présentaient, qui faisaient des cours avec le Y Combinator à Stanford. Et là, je suis tombé sur ces cours de Stanford, et là, ça a été pour moi claque. Ouais, une belle claque dans le sens où j'ai adoré, je les ai suivis hyper religieusement, et c'était plein de choses hyper contre-intuitives, les essais de Paul Graham notamment. Et derrière, t'es encore abonné à sa newsletter là ou... Je suis plus abonné à sa newsletter. Je me relis régulièrement ses essais, par contre, ceux que je préfère pour reprendre les fondamentaux, on va dire. Et derrière, une fois que je fais ça, je crée, je développe WeDoGift, donc une plateforme de chèques cadeaux où effectivement tu nous as rejoint à ce moment-là, enfin quelques années après. Ouais. Et là, chez WeDoGift, j'applique assez religieusement une grosse partie des principes développés par Sam Altman et Paul Graham dans leurs différents cours. Il y a une vingtaine de cours avec à chaque fois sur chaque cours une célébrité qui vient, on va dire, donner son expérience, son expérience en cas pratique. Okay. Donc, tu vois, par exemple, moi, il y avait quelque chose que j'avais adoré, c'était
la fille, elle s'appelle Adora Cheng de Homejoy, qui vient et qui explique do things that don't scale. Donc c'est vrai que quand on va en parler de ça. Quand tu sors de cabinet de conseil, tout simplement, voilà, j'avais fait 4 ans chez EY, tu te dis, voilà, chaque chose que je veux faire, il faut pouvoir le scaler, sinon ça va pas être rentable. C'est ce que tu te dis quand t'es néo-entrepreneur. Eh bien, là, il t'explique très bien que il faut surtout pas penser comme ça et qu'au début, sa croissance, faut aller la chercher à la main. Donc, Adora Chung qui faisait un service de service à domicile de ménage, un peu en mode freelance. C'était une belle boîte à l'époque du Y Combinator qui a fermé depuis à cause des problèmes de requalification du droit du travail, mais elle va sur les marchés et avec son frère, elle va sur les marchés pour distribuer à un moment où il fait très chaud des bouteilles d'eau gratuites et à chaque fois elle donne une bouteille d'eau gratuite avec un petit flyer et elle pitch sa boîte. Et les gens ils se sentent un peu redevables et c'est comme ça qu'elle a ses premiers. C'est pas ça le customer research aussi dès le départ, de valider qu'il y a un intérêt. Si. Que tu n'as pas fait. Non, je l'ai pas fait sur la première boîte, sur William, je l'ai pas fait. Je me suis dit, c'est une bonne idée, on dirait que ça coche toutes les cases. Non, je l'ai pas fait du tout, ouais. À l'inverse, WeDoGift, c'était un marché qui était assez intéressant dans le sens où c'est 3 milliards d'euros de chèques cadeaux. Et moi, quand je travaillais chez EY, j'avais eu ce problème-là de récupérer mes chèques cadeaux. J'étais en mission à l'étranger ou en province ou quoi. Et donc, du coup, je pouvais pas récupérer mes chèques cadeaux parce que la permanence, elle était ouverte quasiment jamais. Et du coup, il fallait que j'envoie un mail pour dire à un pote. Papier, hein. Ouais, c'était papier à l'époque. Il fallait que j'envoie un mail à un pote pour qu'il récupère mes chèques cadeaux et après, il fallait que je voie mon pote pour qu'il me les donne. Et ensuite, une fois que je les avais, il fallait que je puisse aller les utiliser à la Fnac, si en magasin. Si tu les as pas perdus. Ou s'ils sont pas périmés. Et s'ils sont pas périmés, ça m'est arrivé. Voilà. J'ai des mémos. Et pour la petite histoire, avant, je crois, en 2013, ça m'arrive, je crois, j'ai les tickets chèques cadeaux EY et c'était le dernier jour de l'utilisation et je me rappelle, j'avais un match de foot 11 contre 11 avec arbitre et c'est moi qui devais payer l'arbitre. Attention, payer l'arbitre. Aïe, qu'est-ce que tu vas nous dire? Payer l'arbitre quand t'es en match amateur, il y a quelqu'un qui est désigné, le capitaine de l'équipe qui paye l'arbitre. Et donc du coup, il fallait pas que j'arrive en retard parce que si tu le payes pas avant le match, il veut pas arbitrer. Et puis t'arrives pas en retard, un match de foot. Tu l'as pas payé avec des chèques cadeaux. Non, du coup, je suis allé à la Fnac et là il y avait un monde mais de malade mental. Il y avait c'était le mois de décembre, donc c'était horrible. Et là j'avais je sais plus 150 euros de chèque cadeau d'EY. Et là je monte à l'escalateur, c'était la Fnac de Saint-Lazare. Mais l'enfer. Je vais jamais être à l'heure et tout. Et là, à l'époque, il y avait des chargeurs portatifs de téléphone. J'en prends 10. Je sais pas, ça devait coûter 100 balles. Je sais plus, j'en prends 8. Ça faisait 150 euros. Je les prends tous. Je fais la queue et je vais être en retard. L'enfer. Mais pourquoi je peux pas utiliser ce chèque cadeau directement sur le site de la Fnac.com, sur Amazon, quoi. Et du coup, voilà. Et là, le customer research, en fait, c'est toi. Tu le fais sans t'en rendre compte. Exactement. Là, je me dis, là, il y a quelque chose, il y a un vrai problème de pas pouvoir utiliser son chèque cadeau en magasin et sur Internet. Le problème, c'est qu'à l'époque, les pure players, ils sont pas du tout prêts. C'est la fin de cet épisode. S'il vous a plu, prenez 30 secondes pour nous laisser un commentaire et une note sur la plateforme d'écoute de votre choix. On a encore des dizaines d'épisodes en stock, donc je vous laisse fouiller. Et d'ici là, n'oubliez pas, s'ils l'ont fait, pourquoi pas vous? Encore une fois, un grand merci de nous avoir écoutés et à très vite pour un nouvel épisode. Ciao.